Qui n'a jamais rêvé de pouvoir aller dans l'espace quand on va en haut de la tour Eiffel, d'avoir une vision en réalité augmentée à la Deus Ex, ou encore de pouvoir se balader sous la pluie sans être mouillé, mais aussi sans avoir à déployer un parapluie au-dessus de soi. Tout un tas de choses ô combien utiles et indispensables, mais aussi ô combien abandonnées par des entreprises qui ont travaillé dessus. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va parler de technologies prometteuses qui auraient peut-être mérité d'être davantage connues. Et attention, on ne parle pas de n'importe quel pimpin ici, certains des projets dont on va parler ont juste été menés par des équipes de Google, Microsoft ou encore Apple. Bon ok, certaines autres ont été menées par des randoms sur Kickstarter, mais vous allez voir, ça vaut le détour. Et ce qui vaut aussi le détour, c'est le site Jumple.com avec son concept innovant qui sponsorise la vidéo. Jumple est une marketplace qui va vous permettre de faire de bonnes affaires sur tous les produits que vous achetez, tout en vous rendant plus responsable sur vos achats en ligne. Sur chacun des produits du site, il est indiqué beaucoup plus de choses que sur d'autres sites d'achat, notamment sur l'empreinte CO2e de vos produits. Combien d'empreintes carbone générées pour fabriquer ce dernier, combien pour le transporter, quel est le pourcentage de retour et donc le nombre de personnes pas contentes de ce dernier, ou encore l'évolution de son prix dans le temps. Il peut même y avoir l'indice de réparabilité. Avec tout ça, on peut acheter de manière bien plus responsable et réussir à réduire son émission CO2e sur une planète qui en aurait bien besoin. Sur le site Jumple.com, vous gagnez aussi en pouvoir d'achat. En effet, chaque achat rapporte de l'argent dans une cagnotte qu'on peut utiliser pour réduire son empreinte carbone, mais aussi pour réduire le prix de son panier lors d'un prochain achat ou tout de suite si on achète au minimum 2 produits. Encore une fois, cela va réduire votre empreinte carbone en termes de transport et de logistique, surtout qu'en général, chaque achat est souvent accompagné d'un autre. Quand on se dit qu'un smartphone haut de gamme de nos jours n'a pas de chargeur, bah ça nous arrive souvent de devoir en acheter un à côté, donc autant en profiter. Et ça arrive dans tous les secteurs. Tenez, je suis sûr que vous êtes plein à vouloir vous faire des raclettes bientôt avec l'hiver qui arrive, ou des fondus si vous êtes des personnes effroyables. Et bah faut évidemment acheter la planche qui va avec pour ainsi y mettre tout ce qui est fromage et charcuterie. Donc hop, sur le site, j'ai pu acheter mon appareil avec une planche pour ainsi récupérer la cagnotte tout de suite. Et je peux même utiliser une partie de la cagnotte pour réduire l'empreinte carbone de mes achats grâce à un partenariat avec Tree-Nation qui en profitera pour planter des arbres. Et ouais, comme MrBeast. Et avec le Purple Friday, profitez de bons plans supplémentaires ainsi que de 10% minimum du prix du panier crédité dans votre cagnotte, toujours utilisable instantanément des 2 produits commandés. Et n'hésitez pas à me dire c'est quoi le pack d'objets qu'il faut absolument acheter, car je sais que beaucoup achètent des produits pour finalement acheter un accessoire pour compléter quelques jours après. Peut-être que vous auriez pu acheter en bundle certaines technologies dont on va parler. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec le projet Illumiroom. Vous connaissez sûrement l'Ambilight, ce système permettant d'étendre les contours de votre écran sur le mur qui se trouve derrière à l'aide d'un système d'éclairage d'ambiance. On retrouve ce système sur certaines télé Philips de manière native et il existe des boîtiers permettant d'ajouter la fonctionnalité à n'importe quelle télé ou écran en collant des bandes de LED derrière ces derniers. Le boîtier va servir de passerelle pour le flux vidéo qu'il va analyser pour récupérer les couleurs à afficher sur les bords de l'écran. C'est un système qui fait toujours son petit effet. Je l'utilise personnellement sur ma télé et maintenant que je m'y suis habitué, je me vois mal m'en passer. J'avais même fait une vidéo il y a quelques années où je vous avais montré comment créer un tel système pour votre PC, un bon vieux DIY des familles. Ce système Ambilight est séduisant et certains ont eu pour ambition de pousser le truc encore plus loin. C'est dans cette optique que le projet Illumiroom a vu le jour, dans le cadre d'une collaboration entre Microsoft et l'Université d'Illinois. Le but est simple, ne pas se contenter d'une banale projection de couleurs sur les contours de l'écran, mais de carrément avoir un projecteur qui affiche une image sur tout le mur et les meubles présents autour de l'écran. Alors vous allez me dire, si c'est juste pour mettre un projo sur le mur, vous aussi vous pouvez le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour commencer, on va avoir un Kinect qui va mapper l'environnement afin de corriger la distorsion de l'image projetée. Mais le truc c'est que projeter une image telle quelle sur l'environnement, ça risque de faire un peu too much, on va se retrouver avec une surcharge d'éléments dans notre champ de vision, c'est pas foufou. C'est pour ça qu'en principe, quand on a une grande télé, on s'éloigne un peu du canapé pour éviter que l'image n'occupe trop notre champ de vision. Même au cinéma, l'écran a beau être immense, vous en êtes suffisamment éloigné pour qu'il n'occupe pas tant que ça votre champ visuel. Bref, l'idée ici reste de l'ordre de l'ambiance plus. Par exemple, les projectiles des armes continuent leur course sur les murs. On a aussi cet effet que perso j'aime beaucoup, où les bâtiments vont être affichés en mode squelette en dehors de l'écran, ou encore l'affichage des objets que l'on peut ramasser en dehors de l'écran encore. On peut voir qu'ils ont même essayé de projeter l'image complète au mur, mais je ne sais pas ce que vous en dites, je trouve que ça rend quand même vachement moins bien. J'aime aussi beaucoup cet effet où le projecteur ne fait qu'afficher vos meubles en mode cartoon, mais en les déformant en fonction de ce qu'il se passe dans le jeu, avec par exemple une onde de choc quand vous tirez. Mais du coup, vous allez me dire, tout ça c'est génial, pourquoi on n'a pas ça dans notre salon aujourd'hui? Eh bien, même si Microsoft n'a jamais officiellement annoncé qu'ils abandonnaient l'idée, malheureusement je pense qu'on peut dire que c'est mort. En effet, cette techno a été présentée pour la première fois au CES de 2013, 4 mois avant la sortie de la Xbox One. Tout le monde espérait que la techno soit ouverte au public à cette occasion, et c'était probablement le but, mais l'équipe de recherche a annoncé que la technologie n'était pas prête et qu'elle resterait pour le moment au stade de projet de recherche. Alors ok, tout n'est peut-être pas mort, mais enfin c'était quand même il y a 10 ans maintenant. Et vu que la Xbox One avait fait un tollé énorme avec sa Kinect incluse automatiquement, je pense que ça a aussi pu refroidir vu qu'il y avait besoin de cet outil. Donc ouais, finalement la Kinect avait peut-être de beaux jours devant elle s'il n'y avait pas eu tout ce drama.
la voiture sans volant ni pédale d'Apple. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Apple a eu pour projet de sortir une voiture autonome. Faut dire que c'est plutôt ambitieux. Déjà, si Apple décidait de sortir une voiture, ce serait une sacrée news en soi, mais si en plus elle n'intègre pas de volant, c'est le giga buzz assuré. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est qu'il semblerait qu'Apple n'ait pas à abandonner l'idée de sortir une voiture. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais voilà. Et la mauvaise, c'est qu'elle aura bel et bien un volant et des pédales. En effet, le projet Titan devait être à la base un véhicule totalement autonome, sans pilote humain, sans volant ni pédale. La marque a finalement décidé de faire marche arrière sans que l'on ne sache précisément pourquoi. On peut facilement imaginer qu'ils se sont rendus compte que c'était plus compliqué que ce à quoi ils s'attendaient, ou encore que la lenteur de l'adaptation des différentes lois et régulations les a poussés à commencer par un véhicule semi-autonome. La marque ne communique pas vraiment sur ce sujet, beaucoup des informations que l'on a proviennent en fait des données publiques. Par exemple, quand une marque décide de faire des essais sur un nouveau véhicule sur route aux États-Unis, cette dernière est obligée d'enregistrer les véhicules et aussi les pilotes auprès du California Department of Motor Vehicles. Et c'est précisément ce qu'a fait Apple un peu plus tôt cette année, avec pas moins de 201 conducteurs enregistrés au nom de la marque. C'est un rebondissement parmi tant d'autres. En 2019, Apple avait décidé de retirer 200 de ses employés du projet, laissant penser à un abandon au moins partiel. Ce qui est marrant, c'est qu'en 2015, Apple avait débauché une bonne partie des 1000 employés travaillant sur Titan directement de chez Tesla. S'en était suivi une petite guéguerre entre les deux marques à coup de gros chèques pour convaincre les employés de quitter le concurrent pour venir travailler chez eux. Autre fun fact, même si a priori on se doute bien que le véhicule en question sera totalement électrique, c'est en fait pas totalement certain car la marque ne l'a jamais confirmé et des plaintes auraient même été déposées auprès d'Apple pour tapage nocturne dans leurs locaux affectés aux recherches sur les véhicules à cause de bruit de moteur. Et vous le savez sûrement, l'un des nombreux avantages des moteurs électriques, c'est qu'ils sont particulièrement silencieux. Bref, rumeurs, ragots ou vérité, difficile de démêler le vrai du faux. Toujours est-il qu'Apple travaille bel et bien sur une voiture autonome et que celle-ci disposera bel et bien d'un volant. Les Google Glass. Quand Google a annoncé la mise en vente de ses lunettes de réalité augmentée en 2013, tout le monde y croyait. Pourtant, 2 années auront suffi à faire passer le projet de Gigabuzz à mort et enterré. Si vous voulez mon avis, je pense que ces lunettes étaient tout simplement trop en avance sur leur temps. L'un des points souvent soulevés à l'époque était la présence d'une caméra sur les lunettes, qui posait alors un risque d'un point de vue de la vie privée des gens. Mais aujourd'hui, plus personne n'en a rien à faire, en pouvant des lunettes Snapchat, des lunettes Facebook et autres, et visiblement ça plaît. J'en fais même des lives avec les lunettes Facebook sur Instagram en ce moment, alors n'hésitez pas à venir voir. Les Google Glass, c'était pareil, mais en mieux. On avait le côté réalité virtuelle avec ce petit écran transparent placé dans le champ de vision de l'utilisateur. Bref, on se croirait dans une série SF. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est devenue carrément accessible et on voit de plus en plus de projets en réalité augmentée qui deviennent eux aussi accès grand public, comme par exemple le dernier casque de chez Oculus. Avec l'augmentation progressive de l'intérêt des foules sur cette techno, ça ne m'étonnerait pas que l'on voit un projet similaire au Google Glass faire surface et prendre de l'ampleur cette fois-ci. Wait and see comme on dit. Les lentilles de contact Verily. Vous l'avez peut-être remarqué, le diabète est une maladie de plus en plus importante. De nos jours, elle touche plusieurs millions de personnes en France. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une maladie dont on ne guérit pas. On peut parfois en réduire l'importance dans certains cas, par exemple en perdant du poids si on est obèse, mais le mieux est de ne pas attendre de tomber malade, alors hop hop hop, le régime c'est maintenant. Toujours est-il que pour plus de 3 millions de Français, il est trop tard et tout ce qu'on peut faire en attendant de trouver un remède miracle, c'est de rendre la gestion de leur maladie moins gênante au quotidien. Et pour ça, Google, et en particulier sa branche portant sur la santé, Verily, a tenté de mettre au point des lentilles de contact permettant une mesure du taux de glycémie en direct basée sur l'analyse du liquide lacrymal. L'idée c'est de se dire que de toute façon beaucoup de monde utilise déjà des lentilles, alors pourquoi pas y intégrer des capteurs de glycémie. L'idée ne sort pas nulle part, elle est basée sur une étude démontrant la possibilité de récupérer ces données depuis les larmes, avec pour but l'étude de moyens non invasifs de mesurer cette glycémie. Oui, car jusqu'à maintenant, l'extrême majorité des mesures de glycémie nécessitent qu'on plante une aiguille dans votre corps, et on connaît tous quelqu'un qui préférait se jeter d'un pont plutôt que de voir une aiguille plantée dans son corps. Alors c'est pas forcément fou de se dire que même si de base cette personne a une bonne vue, le fait de porter des lentilles en permanence ne devrait pas trop le gêner si ça lui évite d'avoir à se piquer plusieurs fois par jour. Bon, après faudra encore trouver un moyen d'injecter l'insuline, mais c'est déjà un début, vous croyez pas? Verily a donc commencé le développement de ces lentilles avec une annonce publique en 2014 et a rapidement trouvé un partenaire de poids dans le milieu médical pour procéder à la fabrication. Fabrication oui, mais à ce moment-là c'était toujours au stade de prototype. Le but était donc de peaufiner le produit afin de voir jusqu'où la précision pourrait être améliorée. Et là c'est le coup dur, malgré tous leurs efforts, les chercheurs ne sont pas parvenus à obtenir des résultats concluants. Mesurer la glycémie oui, mais avec une précision et une fiabilité jugées insuffisantes. Et en même temps, faut dire que quand vos clients jouent littéralement leur vie sur la donnée mesurée par votre produit, vaut mieux être sûr de soi. Et bon là, ils étaient pas sûrs d'eux. Le projet Air Umbrella.
Qui n'a jamais rêvé d'un objet permettant de rester au sec quand on est dehors et qu'il pleut? Si seulement notre civilisation technologique avait trouvé un moyen de résoudre ce problème ô combien complexe et avancé. Malheureusement, jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé de solution. Enfin, presque. Une équipe de chercheurs surqualifiés et probablement sous-payés pour leur génie a développé un concept novateur promettant de mettre fin aux sorties mouillées sous la pluie. Je vous présente donc la Air Umbrella, un projet proposé sur la plateforme Kickstarter, plateforme sur laquelle on n'a jamais vu de projet infaisable dont le seul but est de rassembler vos sous-sous dans la poche du créateur. Ce projet audacieux est basé sur une idée toute simple: quand on souffle sur de l'eau, l'eau bouge. Alors peut-être que si on souffle très fort sur la pluie dans tous les sens, on pourrait réussir à la dévier pour éviter qu'elle ne vous tombe dessus. Et en effet, fallait y penser. Mais pourquoi cette idée géniale n'a pas vu le jour? Est-ce que c'est parce que personne n'a envie d'avoir une soufflerie qui sort 100 décibels dans sa main à chaque fois qu'il se met à pleuvoir? Est-ce que c'est le poids d'un moteur et des batteries qui bloquent? Est-ce que c'est le fait de devoir recharger son parapluie sous peine de se retrouver complètement trempé? Ou encore le fait de se faire insulter par toutes les personnes que vous croisez parce que votre parapluie a projeté toute l'eau déviée en plein dans leur visage? Non, parce que tout ça c'est des détails, vous êtes pas des visionnaires, vous, ça se voit. Si Steve Jobs s'était arrêté à la première critique, il ne serait pas où il est aujourd'hui, voyons. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, ce parapluie, il existe. Cette histoire débute il y a maintenant 8 ans avec la campagne Kickstarter du projet original Air Umbrella, aussi farfelu que puisse être ce projet, avec tous les défauts énoncés précédemment qui sont inhérents au principe même du machin. Un certain nombre de personnes ont quand même décidé de backer le projet avec une cagnotte qui a dépassé les 100 000 $ tout de même. Et coup de théâtre, personne ne s'y attendait, les créateurs du projet sont partis avec le magot et aucun parapluie ventilateur ne fut expédié. Comme toujours dans ce genre de cas, les personnes qui ont dépensé des sous de leur poche dans l'espoir de recevoir un jour le produit se sont plaints dans l'espace commentaire. Mais dans ce cas précis, un proche chevalier s'est senti investi d'une mission divine, relancer sans cesse les créateurs du projet jusqu'à obtenir son dû. Plusieurs milliers de messages étalés sur toutes ces années ont fini par attirer l'attention du public. Tous ces messages ont été écrits par une personne se faisant appeler Michael Superbacker. Les Superbackers, c'est des personnes qui backent plein de projets sur Kickstarter et on apprendra un peu plus tard que Michael en a backé plus de 35. C'est là qu'un youtubeur du nom d'Alan Pan entre en jeu. Lui aussi avait backé le projet et en voyant le dévouement de Michael, il a pris une décision: si les scammers de la campagne Kickstarter ne veulent pas envoyer son parapluie à Michael, alors c'est lui qui le fera. Un souffleur à feuilles, un adaptateur imprimé en 3D plus tard, le Air Umbrella était né. Après moult péripéties et une vidéo à plusieurs millions de vues sorties, Alan réussit à enfin prendre contact avec Michael et c'est au cours d'un voyage organisé pour l'occasion qu'il pourra enfin lui remettre son parapluie. Une histoire qui finit bien. Enfin, en tout cas pour une personne. L'ascenseur spatial de Google. L'idée n'est pas nouvelle. En effet, les premières recherches sérieuses sur le sujet datent d'il y a plus de 130 ans, et le laboratoire X de Google a sérieusement planché sur le sujet. Le Labo X, c'est un labo dont le rôle est d'expérimenter sur des sujets divers et variés, de façon à rapidement déterminer si la faisabilité d'une idée est envisageable ou pas. Si ce n'est pas le cas, quels sont les facteurs qui nous limitent, etc., etc. Il avait par exemple le travail sur l'Overboard, ce skateboard volant dont on avait parlé dans cette vidéo sur des projets volants abandonnés que je vous invite à aller voir ou revoir si ce n'est pas encore fait. Pour en revenir à l'ascenseur spatial, donc, l'idée est d'avoir une masse et une orbite plus haute que l'orbite géostationnaire, de manière à ce que cette masse ait tendance à s'éloigner de la Terre. Ancrer cette masse au sol avec un long câble de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, accrocher un ascenseur au câble et voilà. Franchement, c'est pas si compliqué, je sais pas ce qu'ils glandent à la NASA. Alors oui, c'est vrai, sur le principe c'est relativement simple, le problème c'est qu'il faudrait une quantité d'énergie et de matériaux colossale pour réaliser le projet, que ça coûterait une fortune à fabriquer et qu'il serait sujet à des collisions avec des débris spatiaux. Bah oui, à force de se servir de l'espace comme nid poubelle, ça finit par nous retomber dessus. Ah, et j'oubliais, le seul matériau connu qui sera envisageable pour la construction de ce fameux câble, c'est les nanotubes de carbone. Et comment vous dire, déjà qu'on n'est pas foutu d'en faire qui dépasse le mètre de longueur, alors envisager près de 40 000 km, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a encore du chemin. Ce matériau est le seul qui est envisagé tout simplement car le câble va devoir supporter des contraintes immenses, et parmi ces contraintes, on retrouve en grosse partie le fait de supporter son propre poids. Si le câble n'est pas assez résistant, vous augmentez sa section, mais du coup ça augmente son poids et donc les contraintes qu'il subit. Donc faut qu'il soit encore plus résistant. On peut continuer comme ça longtemps, et donc le matériau qui a le rapport poids-résistance en tension le plus élevé que l'on connaisse, c'est les nanotubes de carbone. C'est en gros les conclusions qu'ont tiré le Labo X et à peu près tous les autres chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Donc en attendant une révolution technologique sur les nanotubes, le projet restera au fond d'un tiroir. Mais ce qui ne devrait pas rester au fond d'un tiroir, c'est cette technologie que je vous avais testée, le Leapmotion, il y a quelques années, qui vous permettait de contrôler votre ordinateur directement dans les airs avec vos mains, et qui pour moi est le plus gros gâchis high-tech, donc on est pile poil dans la thématique. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître au milieu pour voir ça, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!